Donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ça fait super plaisir de vous retrouver après 2 ans. Alors j'ai la lourde mission d'être la dernière chose qui vous sépare de votre verre de vin et du panel, donc on a une grosse mission. On va parler d'un sujet qui est complètement différent et qui est aussi tout intéressant que les 2 sujets précédents. Moi, je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas dans la salle. Donc, mon nom est Cédric Combé. J'ai la chance et le privilège, et pas Cédric, mais c'est pas grave, ça a été fait last minute, j'imagine, d'être un des membres fondateurs de la French Tech à Montréal. Très heureux d'être avec vous ce soir après 2 ans, après 2 ans sans se voir. Vous voulez que je me décale un petit peu? Pas de problème, je vais le faire. On va parler de responsabilité et d'impact. C'est un sujet qui est passionnant, moi qui m'interpelle beaucoup. ESG, responsabilité, impact, c'est en train de devenir des buzzwords au même titre que l'AI et que le big data il y a quelques années. Mais au-delà du buzzword, je ne sais pas si vous le savez, mais Montréal a été nommé lors de la dernière COP26 au mois de novembre 2021 comme siège, mais comme bureau principal de l'ISSB. Donc c'est un nouveau bureau qui a été créé, un nouveau bureau international qui a été créé, qui est en charge de définir les nouveaux standards qui régissent la manière dont les entreprises communiquent justement sur leur impact environnemental et sur les effets qu'ils ont. Donc ça veut bien dire qu'il y a un intérêt majeur du Canada et de Montréal à être un acteur et une partie prenante sur ces sujets dont je vais avoir le plaisir de parler ce soir avec mes panélistes. Puis au-delà des effets d'annonce, au-delà des nouveaux bureaux qui s'installent à Montréal et qui vont avoir un impact sur nous, je pense qu'il y a toutes les entreprises, les plus petites comme les plus grosses, qui mettent aujourd'hui ces notions de responsabilité et ces notions d'impact dans leur ADN, dans leurs valeurs, dans leur mission. Et ça rejoint un point que mentionnait Catherine avec son panel au début de la soirée. On est tous, à plus ou moins grande échelle, à la recherche et en quête de sens dans ce qu'on fait tous les jours. Et je pense qu'on en a une illustration parfaite avec ces notions de responsabilité et d'impact. Donc voilà pour une petite introduction et j'espère que ça va vous permettre de résister et d'attendre le verre de vin sereinement. On a la chance et le privilège d'accueillir 3 super panélistes ce soir, donc bienvenue. Et je vais vous laisser vous présenter un par un. On va essayer de la faire courte. J'ai un chronomètre énorme en face de moi. Ça fait déjà 2 minutes 38 que je parle, donc c'est beaucoup trop. Allez, vas-y. J'y vais. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, savoir que c'est sur un peu particulier, parce que le premier événement que j'ai fait en arrivant à Montréal il y a 3 ans, c'était l'événement French Tech. Et c'était Christophe qui nous avait alpagué au World Summit AI, donc ça me fait plaisir d'être de l'autre côté maintenant. Donc merci pour l'invitation. Moi je suis Abdel Saïdi, je suis vice-président exécutif Canada pour Actionnable. Donc moi je suis en charge de développement d'affaires ici. Et notre métier en fait maintenant depuis 6 ans, c'est le développement de solutions en valorisation des données, justement au service de la science du climat, de la performance énergétique et de l'impact social des organisations. Donc ça peut être des entreprises privées comme des OBNL ou des municipalités ou autres. J'aurai l'occasion de revenir un peu dessus un peu plus tard sur ce qu'on fait concrètement, mais on va travailler sur des sujets autour du traitement de l'eau, traitement des déchets, risques physiques liés au climat. Donc il y a beaucoup de choses grâce à la donnée qu'on peut sortir aujourd'hui. Et donc tout l'engagement qu'il y a derrière et puis la certification B Corp n'est qu'un bout de ça, était assez naturel pour nous et je suis très heureux de pouvoir en parler aujourd'hui. Bienvenue. Merci. Virginie Bussière, je suis vice-présidente communication et relations gouvernementales chez PyroWave. J'enseigne aussi les relations publiques à l'Université de Montréal. Et en fait, PyroWave, c'est une technologie, c'est une plateforme technologique qui utilise les micro-ondes pour décomposer des matériaux et en faire des matériaux durables et donc revenir aux composantes vierges de nos matériaux, mais à base de micro-ondes. Donc, vraiment, donc on réduit la consommation d'énergie, les GES. Et notre première application est sur le polystyrène, que j'appelle gentiment l'ennemi public numéro 6, donc le styromousse qu'on connaît tous. Et en fait, notre French Connection, donc d'où la raison de ma présence aujourd'hui, c'est qu'on a un partenariat avec Michelin. Et on va faire notre première usine européenne avec Michelin, donc première vitrine européenne.
Et vous vous demandez peut-être quel est le lien entre les déchets plastiques et Michelin. Ben, en fait, quand on décompose le polystyrène, on obtient du styrène qui, je vous ferai pas de cours de chimie, rassurez-vous, mais en fait, c'est un produit qui entre dans la composition du caoutchouc synthétique. Donc, on contribue à ce que Michelin puisse atteindre ses objectifs de pneus tout durables d'ici 2030. Merci. Et moi, bonjour à tous, je suis Thomas Luçon, je suis le CEO de Solutions BI Nord-Amérique, donc qui est une société de services conseils en tout ce qui est analyse de données, donc traitement de la donnée, que ce soit tout type de données en fait. Voilà. Et effectivement, c'est un sujet qui nous tient, enfin qui me tient et qui nous tient d'ailleurs beaucoup à cœur sur ce. C'est pour ça que c'est très intéressant. Merci de m'avoir invité sur ce panel. Avec plaisir. Bah, Thomas, puisque tu as le micro, on va rester avec toi si tu veux bien. C'est quoi, dans le fond, la définition que vous avez de l'impact chez Solutions BI? Alors on a quand même eu la chance, on s'est posé la question il y a quand même plusieurs années maintenant de qu'est-ce qu'on pouvait faire pour justement continuer à attirer les talents et qu'est-ce qu'on avait envie d'avoir comme vision liée à ça. Alors au début c'était un espèce de comité vert, tiens on va mettre un comité vert au sein de l'entreprise, ça va nous aider à progresser. Et on a eu la chance de participer à quelque chose qui est organisé par la mairie qui s'appelle le parcours développement durable. Donc je vous invite tous à le faire d'ailleurs. C'est vraiment très très intéressant, qui nous a permis de nous poser et de nous poser surtout les bonnes questions, de savoir vers où on avait envie d'aller. Donc historiquement, pour nous, comité vert, voilà, c'était l'écologie et puis l'impact écologique. Mais en fait, le développement durable, c'est pas que l'impact écologique, c'est l'impact économique, c'est l'impact social. Et ça nous a permis de réfléchir à l'entièreté de ces trois pôles, je vais dire, au sein de l'entreprise. Donc comment on peut s'améliorer au niveau écologique, comment on peut s'améliorer au niveau économique et comment on peut s'améliorer au niveau social. Donc le package social de l'employé, comment socialement on peut aider les associations, comment on peut s'intégrer au tissu local autour de nous et comment justement on peut avoir de l'impact. Ok. Et ça fait combien de temps que vous avez mis le comité ? Alors le comité commence à dater, par contre le parcours développement durable on l'a terminé il y a quelques mois maintenant, donc là on est vraiment dans l'action. L'objectif du parcours développement durable, enfin un des objectifs c'est d'avoir la fameuse certification EcoCert. Et là de niveau 1, là ce qu'on a voulu aller chercher c'est justement tout de suite le niveau 2 pour se mettre un petit peu plus de contraintes, mais qui sont des contraintes nécessaires et qui aident selon moi notamment aussi à faire en sorte que les gens se sentent bien, trouvent du sens dans ce qu'ils font et participent à ça même au sein de l'entreprise. Ok. Même question pour toi, Virginie. C'est quoi votre définition de l'impact chez PureWave ? C'est une grande question. En fait, premièrement, c'est une valeur chez nous. Okay. Donc, travailler à appliquer notre technologie à des problèmes qui ont de l'impact, comme l'enjeu des déchets plastiques en est un exemple. Puis je me suis un peu questionnée en venant au panel, comme c'est des technologies propres. Pardon. Je me suis dit, on est des technologies disruptives, alors avec quoi on peut avoir de l'impact? On a tous les mêmes défis de notoriété, d'aligner des chaînes de valeur pour faire différemment, de gestion de changement. Alors, j'ai choisi un exemple pour nous qui est vraiment porteur, c'est l'engagement des parties prenantes. En fait, qu'on appelle aussi stakeholder engagement. Donc, comment on travaille avec l'ensemble des acteurs de nos écosystèmes pour développer des partenariats, développer de la collaboration, puis passer du mode linéaire de production au mode circulaire. Puis travailler avec des leaders qui ont envie d'innover comme nous, donc qui ont des valeurs communes aussi, qui ont envie d'accélérer cette transition-là. Et comment on a vraiment mis en œuvre toute une stratégie, en fait, pour échanger puis comprendre les attentes par rapport à des technologies comme la nôtre. On travaille avec des ONG, par exemple, pour comprendre les préoccupations dans un secteur. Nous, on est dans un secteur de recyclage chimique qui est en émergence et qui soulève des questionnements qui sont très légitimes. Donc, on discute, on veut comprendre, on veut répondre à ces attentes-là, être dans les meilleures pratiques aussi.
On travaille avec évidemment des grands industriels comme Michelin pour amener notre technologie dans des usines qui sont vraiment des cas inspirants. Donc, on a vraiment créé une première boucle en Europe, en France, de recyclage du polystyrène avec notre technologie qui est au cœur de ce consortium-là, où tous les acteurs ont investi. On travaille avec des chercheurs pour développer un nouveau champ de recherche, comment on applique les micro-ondes à des matériaux plus faibles en carbone, en publiant des essais scientifiques, en partageant nos travaux pour que ces gens-là puissent les amener plus loin aussi. Donc vraiment cette approche-là qui est très porteuse pour nous puis qui nous permet d'avoir de l'impact puis de créer aussi des partenariats qui sont gagnants-gagnants. Ben merci, c'est super intéressant. Abdi, je vais pas te poser tout à fait la même question. Vous, je crois que chez Actionable, vous avez obtenu déjà pas mal de certifications. Alors j'ai la liste ici. Vous avez la labellisation Green Tech, vous avez la certification B Corp. Vous êtes très impliqué au sein de beaucoup de collectifs. Pourquoi est-ce que vous vous engagez autant ? En fait, la réponse, elle n'est pas simple. Je vais revenir à la base de notre histoire. Donc, nous, à la base, et ça, j'aime toujours le raconter aussi pour le comprendre, on était une société de services assez généraliste. On a eu beaucoup de succès en France très vite pour plein de bonnes raisons et puis beaucoup de rencontres. Voilà, la vie d'un entrepreneur, c'est toujours comme ça. Et puis en fait, il y a un moment où, au niveau du collectif dirigeant, il y avait un besoin de recherche de sens. Et donc ça, déjà, c'est une première réflexion qui était aussi intéressante. On s'est d'abord nous-mêmes posé la question, au service de quoi on voulait mettre nos services, nos compétences et nos expertises et nos technologies pour avancer. Donc la réflexion a commencé tout bêtement comme ça. Première chose qu'on a commencé à regarder, je rejoins ce que tu disais Virginie sur les parties prenantes, c'est nos premiers interlocuteurs, c'est nos clients. Donc déjà, là-dessus, comment pour avoir de l'impact chez nos clients ? Un moyen très simple, c'est de travailler sur des projets qui ont un impact, justement, et de travailler sur des problématiques qui ont des finalités, qui ont un impact positif sur ce qu'on appelle la performance socio-environnementale. Donc, par conception, on a un exemple concret, mis en place une politique d'exclusion. Donc il y a des secteurs d'activité dans lesquels on a décidé de ne plus travailler, donc on est sorti des secteurs comme le charbon, des secteurs comme l'oil and gas, des secteurs comme l'armement et ainsi de suite. Donc, c'est des secteurs dans lesquels on ne s'y retrouvait pas et on ne pouvait pas trouver ce sens qui était propre à notre volonté. Et puis la deuxième chose, notre actif premier, notre partie prenante la plus importante, c'est nos employés, qui sont eux-mêmes à la recherche de sens. Et donc une fois qu'on s'est dit ça, leurs premiers interlocuteurs, ce sera leurs clients. Donc déjà des projets qui ont du sens avec des employés qui trouvent leur compte, pour nous c'était déjà la formule gagnante. Et puis une fois qu'on a commencé à dérouler cette stratégie qui est quand même assez engageante et sur laquelle on nous a pris un peu pour des fous au début, je vous cache pas. On a dit qu'on arrêtait avec certains clients, qu'on se fermait des secteurs d'activité, qu'on se fermait des portes. La même année où on ouvrait un bureau au Canada, donc autant vous dire que l'un dans l'autre c'était assez ambitieux, mais on a poussé la réflexion plus loin en se disant les autres parties prenantes qu'on a, c'est évidemment nos fournisseurs. On reste une société de services, donc on en a peut-être moins que d'autres compagnies, mais quand même. Donc aujourd'hui, on a des engagements auprès d'eux. On va probablement en parler un peu plus tard. Et puis la boucle est bouclée une fois qu'on a regardé toutes ces parties prenantes. Et les certifications, elles sont venues assez naturellement par déjà des employés qui ont poussé le projet B Corp. C'est pas du tout venu du top management en disant on va avoir un joli logo et ça va être intéressant. C'est des employés qui ont créé une task force, qui ont demandé à ce qu'on puisse tenter l'aventure. Et on savait pas trop à quoi on s'engageait, franchement, sur B Corp. C'est quand même assez chronophage d'un côté, mais en même temps hyper challenging sur notre positionnement, notre modèle d'affaires. Ils ont tout vu, ils ont tout lu, ils ont parcouru tous nos contrats, par exemple, et un niveau de détail qui est assez impressionnant. Et nous, ça nous a beaucoup appris, en fait. Et on s'est rendu compte que c'était notre première certification. C'est pas du tout notre modèle d'essayer d'en faire d'habitude. Et puis on y a trouvé aussi beaucoup de bénéfices. Et puis on a enchaîné ainsi un certain nombre de choses. Donc très concentré en France pour les dernières années. Et puis là, je vais pas forcément étaler ça ici, mais on a un certain nombre aussi de choses qui vont arriver en 2022 puis en 2023 pour la filiale canadienne qui est en très forte croissance et dans laquelle on pense qu'on retrouve notre compte sur le pari initial sur 2 pays où on a la réceptivité de toutes nos parties prenantes. Donc pour nous, c'est ça l'essentiel. Ok, c'est super intéressant cette notion de 2 pays. Et Thomas, chez vous, vous avez des bureaux ici, vous avez des bureaux en France également.
est-ce que vous vous challengez? Comment vous échangez les idées? Est-ce que tout ce qui est fait ici est fait en France et vice-versa? Comment ça fonctionne? Alors non. Tout ce qui n'est... Enfin, on est vraiment moteur ici, concrètement. Je pense que c'est très lié au management et à la volonté de vouloir le faire ou pas. Les choses sont en train de changer parce que ils se rendent compte que c'est nécessaire et qu'on a besoin aussi d'accompagner nos clients là-dedans. Donc on est vraiment moteur ici au Canada pour la France et aussi pour les autres pays. On a d'autres pays qui sont beaucoup moins réceptifs. On a une filiale à Dubaï. Je t'avoue que pour l'instant, quand je leur parle de développement durable, ils me regardent avec des gros yeux et en me demandant mais de quoi tu me parles? On parle business là. Je fais ouais, non mais moi aussi. Donc ça c'est un vrai enjeu. Aujourd'hui, dans notre mission en Amérique du Nord, on souhaite, c'est ce que disait Abdé tout à l'heure, on souhaite faire un petit peu prôner la bonne parole auprès de nos clients. On a certains clients qui sont très ouverts à ça. Notre métier, c'est quoi? Notre métier, c'est d'analyser de la donnée. Comment on peut les aider à analyser la bonne donnée, à faire en sorte qu'ils progressent avec nous, que la société progresse d'une manière globale. Et ça, c'est quand même pour nous une vraie quête de sens et un vrai objectif, pouvoir accompagner nos clients là-dedans, quoi. D'accord. Bon, écoute, on espère que Dubaï va suivre sous peu. Virginie, chez PyroWave, je viens de voir que vous étiez finaliste d'un prix au gala dont on a parlé il y a quelques minutes avec monsieur demain soir. Il est très excité. J'ai envie de te poser un peu la même question, mais dérivée. Qu'est-ce que ça donne d'être finaliste demain? Et est-ce que ça va avoir un impact sur les autres implantations de PyroWave? On est toujours évidemment honoré quand on est finaliste. Déjà, pour nous, c'est une merveilleuse vitrine. C'est de la reconnaissance, de l'innovation, de l'amour qu'on met aussi dans ça, d'oser sortir des sentiers battus. Puis l'idée d'inspirer aussi d'autres pays, d'autres projets. De marquer, disons, avec une première pierre, un projet comme ça qui peut rayonner. Donc, le simple fait d'être finaliste est déjà une énorme reconnaissance pour nous. On en est très, très fiers. Puis on est très fiers du partenariat qu'on a avec Michelin aussi, parce que c'est des grands industriels. Ils font beaucoup au niveau de l'innovation. Et donc, de pouvoir travailler avec des équipes comme ça de notre côté aussi. Donc, on est un peu en train de paver un peu la voie dans notre petit créneau bien à nous, bien humblement. Et d'avoir un industriel qui croit en ce qu'on fait, déjà, c'est énorme. Puis d'avoir des reconnaissances, des tribunes pour partager, échanger. Échanger aussi sur les obstacles, parce que tout n'est pas toujours un long fleuve tranquille, évidemment. Mais bon, pouvoir un peu lever un peu la main et pouvoir susciter ce genre d'échange-là. Pour nous, c'est intéressant parce qu'on a quand même été assez sous le radar, je dirais, dans les dernières années. On avait on a misé beaucoup sur parler des résultats, justement, parler de greenwashing un petit peu plus tôt. Donc, parler des résultats plutôt que des promesses. Et là, on commence à voir le fruit de tout ce travail-là. Donc, pour nous, c'est une belle opportunité de pouvoir aussi se manifester parmi les partenaires de l'économie circulaire, puis d'échanger, puis d'apprendre les uns des autres. Avec des tribunes comme ça, ça nous permet de se faire un peu plus connaître, puis de justement susciter ces occasions-là. Là. Bon, mais écoute, on va croiser les doigts très fort pour demain soir, puis on fera un suivi dans quelques mois. Pas trop quand même, parce que on est dans la même catégorie. Vous êtes dans la même catégorie? Ah, c'est magnifique. On pourrait être ex aequo. Et je crois qu'avec Optalis, si mes souvenirs sont bons, c'est le 3e. Ok. On a une espèce de guerre, fratricide qui va s'opérer au sein de la French Tech. J'aurais pas dû mettre le doigt là-dedans, et merci. C'est plusieurs catégories, donc c'est pas la même catégorie. Non, mais là, il a l'air de dire que c'est la même catégorie. C'est la même catégorie. On verra. Bon, en tout cas. On va regarder. On verra demain. Ok, on va régler ça après autour d'un verre de vin, c'est sûr. Faut voir Gilles au cocktail. Ok. Voilà. Alors, il y a toujours les questions qu'on prépare pour un panel, et puis il y a toujours la question surprise du modérateur. Je vais vous la poser à tous les trois. Moi, c'est quelque chose qui m'interpelle depuis tantôt, et j'aimerais avoir votre point de vue à vous trois. Alors, il n'y a pas d'ordre précis, le prend en premier qui veut. On parle de quête de sens. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait
c'était pas une décision qui était venue du top management, mais que c'était une initiative de la part des employés de faire quelque chose. Est-ce que vous constatez des points de résistance au sein de vos employés ? Est-ce que c'est lié à une catégorie d'âge ? Est-ce que c'est lié à une ancienneté ? Est-ce que c'est lié peut-être à un sexe ? Est-ce que c'est lié peut-être à une nationalité ? Est-ce qu'il y a des points de résistance dans l'entreprise à cette volonté de mettre la responsabilité et l'impact dans votre mission quotidienne ? Ou est-ce qu'il n'y a aucune résistance au changement et où tout le monde embarque ? Je veux bien commencer. En fait, la résistance au changement, elle apparaît d'une manière un petit peu, pas insidieuse, mais c'est vrai que la génération qui arrive pousse vraiment beaucoup là-dessus. Et c'est souvent elle qui amène les idées. Maintenant, c'est comment nous, en tant que dirigeants, on suit ou on ne suit pas. On a fait le pari, nous, de suivre et de suivre fort. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont de la génération, on va dire, effectivement, un peu plus âgés, pas forcément beaucoup. La nôtre ? Non, on est bien en dessous de ça. Mais alors bien en dessous. Qui sont, ouais, il nous dit ça juste pour faire joli, quoi. Et je pense que la résistance au changement, elle est plus là. C'est plus de l'accompagnement en disant, ok, on dit quelque chose, mais on le fait. Et c'est là où on nous attend au tournant. C'est, ok, vous dites des choses, c'est super. Ok. Maintenant, est-ce que vous le faites vraiment ? Et elle est là la grosse différence. C'est entre, il faut faire ce que tu dis, sinon. On parlait de walk the talk avec le panel voilà, juste avant. Exactement. On est vraiment là-dedans. Ok. Donc ce que tu dis, c'est qu'il y a un petit groupe qui initie. Et s'ils voient que la direction générale suit, les autres ont tendance à embarquer. Vous n'avez pas vraiment de résistance au changement. Oui, par contre, après, il y a une autre catégorie qui va nous attendre au tournant en disant, OK, ils ont parlé, ils veulent y aller. Maintenant, est-ce qu'il va se passer vraiment des choses ? Okay. Est-ce que vous faites le même constat tous les deux ? Ou est-ce que c'est... Je vais rebondir. Alors, je fais le même constat. En effet, quand on dit quelque chose, il faut montrer la preuve très vite. Et c'est important, je veux dire, c'est le rôle d'un dirigeant là-dessus. Et typiquement, moi, je reprends notre histoire où on a choisi de faire ce pivot stratégique. L'idée venait de la direction, mais on a voulu embarquer tout le monde. Un pivot, ça se fait pas en 2 mois, quoi. Donc ça a été un long processus qui est toujours en cours. Aujourd'hui, on a typiquement 75% de notre chiffre d'affaires qui est vraiment flagué sur des problématiques à finalité socio-environnementale comme on le souhaite. On a encore du travail à accomplir pour aller vers le 100% en 2023. Une fois qu'on a dit ça, la transition, ça prend du temps. Donc nous, le principal obstacle qu'on a eu, c'est il faut que ça aille plus vite. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut être soit motivant, soit assez stressant pour certains. Pour moi, ça a été plutôt très motivant et au contraire, on nous attend, on attend des preuves, on attend des engagements. Il y a plein de façons d'y arriver. Il y a, on a développé toute une activité de mécénat de compétences. Alors c'est quelque chose qui existe beaucoup en France, mais je parle du côté juridique, mais qui n'existe pas en tant que tel ici. C'est vraiment de mettre à contribution du temps non rémunérés pour des causes X ou Y. Donc typiquement, j'en parle aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est important pour nous, c'est la Croix-Rouge. Aujourd'hui, c'est un de nos clients. Donc on travaille avec eux en tant que prestataire sur la mesure de l'impact social. Là, avec ce qui se passe en Europe autour de la guerre en Ukraine, on a mis à disposition 10 personnes, 10 data engineers et data scientists, pour travailler sur la collecte des données, de tout ce qui peut venir autour de la gestion des personnes réfugiées. Donc ça, c'est des choses qui permettent aussi d'aller beaucoup plus vite vers une quête de sens concrète. Parce que le dernier point que je voulais donner, c'est une autre catégorie aussi de freins qu'on a pu rencontrer, c'est les profils plutôt très techniques, très développeurs, qui sont là dans une quête de sens, mais surtout une quête de progresser techniquement et technologiquement. Ça leur fait un peu peur, en fait, ces sujets. Ils se disent, on va se transformer en cabinet de conseil, business, et puis on n'a plus notre place. Et c'est des craintes qui sont légitimes, et donc on a aussi besoin d'y répondre. Et on a malheureusement perdu des personnes auxquelles on tenait parce que on n'a peut-être pas su répondre au bon moment aux bonnes craintes. Mais on a appris de ça et on continue à écouter ce qui remonte, à essayer de s'adapter. Mais c'est pas simple. Hein. Je vous cache pas que c'est un défi au quotidien, mais bon, c'est le jeu et puis on continue avec le sourire là-dessus. Bon, moi, j'aimerais bien continuer avec vous ce soir sur ce thème-là parce que c'est super intéressant, mais on vient de me mettre un chronomètre à 0. Mais Virginie, je voudrais quand même te laisser
Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter? Peut-être pour poursuivre sur ce que mes collègues disent, nous, c'est au cœur de notre marque employeur, le développement durable, la mission environnementale. Alors, c'est sûr que c'est un élément qui est attractif puis qui crée aussi des attentes, effectivement. Donc, il y a un appétit. Je pense que le défi est plus de nourrir l'appétit et de répondre, d'être à la hauteur de ça, puis de partir de ce que les employés attendent de nous aussi comme organisation et comment eux, ils souhaitent qu'on évolue dans cette culture-là de transition vers des pratiques beaucoup plus durables. Donc, pour nous, c'est vraiment un atout, puis quelque chose qui nous aide aussi au niveau du recrutement, puis qu'on souhaite aller chercher au niveau du sens aussi dans notre quotidien. Je voudrais poser une question à la... Merci Virginie. Je voudrais poser une question à la salle. Est-ce que vous pourriez lever la main, ceux qui travaillent dans une entreprise qui ont mis en place des choses au niveau de la responsabilité et de l'impact? On est, pour ceux qui ne voient pas, on est à peu près à la moitié de la salle. Une petite moitié, je dirais. Petite moitié de la salle. Ok, bon. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci infiniment. Ok, je vais faire le mot de la fin apparemment. Eh bien, comme ça, on tient le timing. Bougez pas tout de suite. On a quelques mots à dire simplement. On résume. Vous pouvez rester avec nous tout simplement. Je vais mettre à côté de toi. Alors, il y a combien dans la même catégorie, combien d'entreprises? Finalement, il y a 3 catégories représentées ce soir. Voilà. 3 catégories, donc 3 prix différents. Et en fait, tu es dans la même catégorie que Coptalis. Donc c'est important. On a de la chance, c'est pour ça. Oh là, ça va charrier, ça va charrier. Alors, je vais finir par une bonne nouvelle. Je vais simplement essayer de résumer tout ça, mais en 3 phrases. Ça va être facile, parce que tu m'as beaucoup aidé, Abdé, pour quelque chose. Et c'était ma conclusion, et franchement, tu m'as devancé, donc je te cite quand même. Je repense à mon fils qui a eu 14 ans ce week-end. Et il me dit, mais papa, alors c'est dur d'être parent, hein, mais Cédric, tu le sais aussi, mais papa, quand est-ce qu'on sait ce qu'on veut faire plus tard? Il me dit, j'ai l'impression, alors il y a peu de temps, je vous rassure, mon fils pensait que je faisais du baby-foot tout le temps. Bon, ça a changé, maintenant c'est plus la mode des baby-foot, mais quand est-ce qu'on sait ce qu'on veut faire vraiment dans la vie et quand est-ce qu'on fait des choses pour la planète parce que vous avez comme bien foutu le bordel? Et là, quand il te dit ça, tu sais, ça t'interloque un petit peu, tu dis ok, je vais t'expliquer que finalement, au fur et à mesure des rencontres, ça va se faire tout seul et c'est un peu le destin, c'est un peu pour ça qu'il y a du réseautage, c'est un peu pour ça qu'il y a les soirées French Tech, c'est un peu pour ça que on est la somme, on est la moyenne des sommes des personnes que l'on rencontre, donc c'est ça qui est important et je pense qu'au fur et à mesure des rencontres, il va se rendre compte peut-être ce qu'il va faire plus tard et il va se rendre compte qu'il peut avoir un impact, il va se rendre compte qu'il peut rentrer dans des belles entreprises comme les vôtres, comme celles de nos panélistes et c'est ça qui est important. Maintenant, j'ai pas pu lui répondre quand, parce qu'on ne sait jamais, mais ça dépend des formations et ça dépend de tout ce qu'on va rencontrer et peut-être qu'au Québec, il y a peut-être plus d'opportunités qu'ailleurs, en tout cas, il verra bien. Moi, je vais résumer simplement les 3 premiers points. Le premier panel, on retient que la marque employeur, le sens, la quête de sens est super important. Et en effet, pour moi, la solution, c'est le mécénat d'entreprise, qui est super important, qui existe en France, avec une plateforme gouvernementale. Romain, c'est intéressant de regarder ça. Ça s'appelle jeveuxaider.org, où on peut donner du temps pour les entreprises ou pour les bénévoles. Et ça marche super bien. Et c'est peut-être une belle réussite française de mettre en avant ça. Dans le deuxième panel, forcément, l'année d'innovation France-Québec 2023, ça va apporter beaucoup d'opportunités. Donc je pense qu'il faut s'y préparer dès maintenant. Il n'est jamais trop tard par rapport au panel qui a été animé. J'ai retenu qu'on avait 134 incubateurs ici à Montréal. C'est ça qu'on a dit tout à l'heure, 134, donc il y a de quoi faire. Et un baromètre à sortir, donc je suis vraiment preneur de ce baromètre, j'adore les baromètres, ça donne souvent des bonnes nouvelles, sauf hier soir avec la neige qui apparaissait. Donc on est quand même 80 ce soir, donc c'est déjà ça, on avait 110 inscrits. Et enfin, votre panel, c'est la vision d'entreprise qui est à partager à impact avec une prise de conscience sociale, économique et écologique. Et les certifications, donc vous en avez beaucoup, tous les 3, mais je pense que ça prouve la démarche. Et pour développer une marque employeur, c'est super important d'avoir ces certifications, ces points de passage, ces milestones, si on utilise un anglicisme, pardon Pascal. Mais c'est important d'avoir montrer ça et que ce soit pas du pipeau pour le futur. Tu le disais aussi tout à l'heure, Marc-André. Donc, et surtout pour les grands groupes aussi, parce que les startups sont très innovantes là-dessus. Et souvent, on montre l'exemple, et je pense qu'à la CCI, vous mélangez aussi souvent les grands groupes et les startups. Souvent, les startups de la French Tech vont très vite. Les grands groupes sont là aussi pour montrer le cap. Mais on peut faire bouger les choses quand on associe des grands groupes et des startups. Donc c'est pour ça que je vous invite à discuter tout à l'heure ensemble pour le cocktail. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura une urne à la sortie que Jérôme va vous montrer, qui est un seau de champagne. Mettez vos business cards, vos cartes de visite. On aura un tirage au sort avec une main innocente, peut-être Pascal, parce que c'était ton anniversaire aujourd'hui.
et celui de Benoît aussi aujourd'hui qui nous accompagne pour le son. Et donc on va tirer au sort et il y aura une place pour les Canadiens de dimanche contre les Browns offerte par les Enfants Soleil, l'association qui a parlé tout à l'heure. Et elle me disait avant de partir, c'est peut-être aussi une solution pour se différencier, de pouvoir faire sa certification Enfant Soleil pour pouvoir avoir un impact aussi pour sa société. Donc vraiment, elle vous encourage aussi à la contacter par rapport à ça. Tu peux mettre la musique tout doucement comme ça, je vais faire venir et faire les remerciements en musique pour donner du rythme. Je remercie la Banque Transatlantique, la Société Générale, Schema pour leur accueil, les services économiques, Business France, tout le board de la French Tech. Vous pouvez venir aussi nous rejoindre. Tous les panélistes de ce soir viennent nous rejoindre ici sur le stage. N'oubliez pas la certification Enfant Soleil. À ce titre, donc on tire au sort juste après le cocktail, donc restez jusqu'au bout du cocktail. Ce sera jusqu'à 21h. On va essayer de tenir les horaires. On fait la photo